Bonjour à tous. Alors, nous allons patienter 1 ou 2 minutes pour attendre les retardataires. Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet assez technique car il s'agit d'une thématique complexe, la prévoyance et les indemnités journalières complémentaires. Donc, on ne va pas aborder la complémentaire santé aujourd'hui, hein, uniquement la prévoyance. Donc, ce webinaire a été créé par la MSA Loire-Atlantique Vendée suite au questionnement de nos entreprises et tiers déclarants pour vous transmettre les clés de compréhension sur le sujet des IJ complémentaires. Le support de ce webinaire qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire vous sera utile pour comprendre le vocabulaire et les mécanismes des garanties. Alors, ce webinaire vous est présenté par Françoise Cray et moi-même. Nous sommes chargés de clientèle dédiés aux employeurs. Nous serons épaulés par Marie-Claude Tessier, qui est responsable fonctionnelle du service indemnité journalière, que nous remercions, qui répondra à vos questions en live sur ce webinaire ou un petit peu plus tard si votre question nécessite des recherches. Également, à l'issue de ce webinaire, si vous avez besoin, eh bien, nous sommes à votre disposition et vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur le site de la MSA dans la rubrique employeur, offre de services. Et nous vous rappellerons ultérieurement pour répondre à vos questions. Donc, vos micros et vos caméras, vous l'avez vu, sont coupés. C'est pour une meilleure connexion de ce webinaire. Mais vous avez la possibilité de poser donc vos questions à cet endroit, donc ici, encadré. Q et R, questions-réponses, donc tout au long du webinaire. Et ce webinaire est également enregistré et sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube MSA Loire-Atlantique Vendée. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre nos actualités. Alors, pour ce sommaire assez dense, nous aborderons donc 5 grandes parties et une sixième qui comportera plus des ressources pour aller un petit peu plus loin. Donc, dans la première partie qui concerne la prévoyance complémentaire, on va voir à quoi elle sert. Donc, il y aura plus une définition et des généralités. Concernant la deuxième partie, nous aborderons l'adhésion et la radiation, donc côté entreprise. Ensuite, nous verrons comment vous devez procéder pour affilier vos salariés. Et nous verrons également le critère d'ancienneté qui est pris en compte dans la mise en œuvre des garanties. Dans la troisième partie, nous aborderons donc la prévoyance et le maintien de salaire. Nous verrons donc des généralités sur le maintien de salaire légal. Nous verrons également les garanties qui sont prévues dans les contrats de prévoyance complémentaire et la façon dont elles vont s'enchaîner dans le cadre de l'indemnisation lors d'un arrêt de travail. Dans la quatrième partie, nous aborderons donc la gestion des IJ complémentaires, donc pour savoir comment on les met en paiement côté MSA. Et nous verrons également le régime social qu'elles subissent. Dans cette partie, nous verrons un cas pratique pour illustrer l'enchaînement des garanties.
En cinquième partie, nous aborderons le recouvrement des contributions de prévoyance avec un focus sur les particularités en lien avec la DSN et le régime social des contributions patronales de prévoyance. Et comme je vous l'ai dit, en sixième partie, ce seront des informations utiles et nous aborderons ce qu'on prévoit de faire pour proposer un contenu encore plus adapté à nos employeurs en fonction des accords qui les concernent. On vous aura remis également les coordonnées MSA et les actualités employeurs. Donc nous commençons par cette première partie qui concerne la prévoyance complémentaire et voir à quoi elle sert. Alors, nous avons souhaité démarrer par une définition issue du Conseil national de l'ordre des médecins. La prévoyance complémentaire représente l'ensemble des dispositifs permettant aux salariés d'améliorer sa protection sociale en percevant des prestations complémentaires à celles versées par le régime obligatoire de la sécurité sociale. Donc le mot à retenir, c'est bien complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prestations versées s'il n'y a pas de couverture du risque par le régime obligatoire. Donc si la MSA n'intervient pas dans un premier temps, il ne peut y avoir de prestations complémentaires. Voyons maintenant à quoi sert la prévoyance. Eh bien, elle sert à couvrir les salariés des risques de la vie, comme la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors, la prévoyance complémentaire est-elle obligatoire? Eh bien, contrairement à la complémentaire frais de soins, qu'on appelle mutuelle, qui, elle, est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 dès le premier salarié, eh bien, la prévoyance complémentaire est en principe, et j'insiste bien en principe, facultative. Néanmoins, elle est rendue obligatoire en application d'une convention collective ou d'un accord autonome de branche. L'adhésion, par ailleurs, est obligatoire pour les salariés cadres. Donc, il faut bien vérifier vos conventions collectives. Alors, par le biais de délégations de gestion, la MSA assure, pour le compte d'organismes partenaires, suivant le contrat que vous avez signé et la délégation qui a été confiée, eh bien, nous, on va gérer le recouvrement des contributions de prévoyance complémentaire, le paiement des garanties prévues au contrat de prévoyance ou pour le compte des adhérents CCPMA, l'envoi des images des comptes. Donc, une petite précision pour les adhérents CCPMA, l'employeur doit prévenir Agrica de la présence d'un arrêt de travail pour que la MSA puisse envoyer l'image des comptes à la CCPMA. Donc, dans les organismes, nous avons la Chambre d'agriculture, la MSA, le CVR France. Donc, nos principaux partenaires sont Agrica, Harmonie Mutuelle, Mutualia, Pacifica et Groupama. Sur les principaux accords de prévoyance complémentaire que la MSA va gérer, nous avons des accords nationaux, régionaux et locaux. Dans les accords nationaux, nous avons la CPCEA de la production agricole et paysage, nous avons la CCPMA et également la couvache. Pour les accords régionaux des Pays de la Loire, nous avons l'arboriculture, la sylviculture et les exploitations forestières et scieries. Et pour les accords locaux donc propres à la Loire-Atlantique-Vendée, nous avons la production agricole et l'horticulture pépinière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque contrat a ses propres particularités. Et les accords locaux priment sur les accords nationaux. Nous avons souhaité également faire un petit focus d'actualité sur les institutions Agri-Prévoyance et CPCEA qui ont fusionné au 1er janvier de cette année 2025 pour ne conserver qu'un seul nom maintenant, c'est la CPCEA. Donc vous le verrez prochainement sur vos courriers, il n'y aura qu'un seul nom qui apparaîtra, CPCEA.
Alors soyez rassurés, hein, il n'y a aucune incidence sur le traitement de vos contrats. La gestion est identique pour la MSA. La MSA continue de gérer les cotisations et les prestations santé et prévoyance complémentaires pour les salariés non cadres. Et la MSA gère uniquement les prestations pour les salariés cadres. Donc, je rappelle que la MSA n'a pas délégation pour collecter les cotisations des salariés cadres CPCEA. Donc la prise en compte des impacts de cette fusion eh bien, va se faire de manière progressive et ce jusqu'à la fin de l'année 2026. Avec le changement de dénomination, également les paramétrages DSN avec les codes d'organisme, les numéros de police. Donc en attendant, vous vous référez donc à vos fiches de paramétrage accessibles à ce jour. Je vais à présent laisser la main à Françoise. Donc bonjour à tous. Nous allons nous intéresser à présent à l'adhésion et à la radiation donc, de l'entreprise et à l'affiliation des salariés. Alors, la première étape, c'est l'adhésion de l'entreprise. Donc, c'est bien à l'entreprise d'adhérer à un contrat GIT pour ces établissements sur lesquels il y a des salariés rattachés. Quand effectuer cette adhésion pour l'entreprise? Eh bien, au moment où il va embaucher son premier salarié. Donc, il y a une démarche d'adhésion à effectuer pour son premier salarié non cadre et une démarche d'adhésion à effectuer pour son premier salarié cadre. L'entreprise, on l'a vu tout à l'heure, a par principe le choix d'adhérer à un contrat de prévoyance auprès de l'organisme qu'elle souhaite. Mais les partenaires sociaux peuvent cependant recommander ou labelliser un organisme complémentaire dans l'accord de prévoyance dont vous dépendez. Et une particularité également pour les exploitations forestières et scieries agricoles des Pays de la Loire, on est là sur un partenaire qui est désigné. Ça veut dire qu'à partir du moment où en MSA, on enregistre une entreprise donc, qui dépend de cette activité, automatiquement, le contrat sera activé sans démarche d'adhésion au niveau de l'entreprise. Donc, pour adhérer, l'entreprise se rapproche de l'organisme assureur de son choix et l'adhésion va s'effectuer en différentes étapes. Donc, après avoir pris contact avec l'opérateur, l'organisme complémentaire choisi, cet organisme va procéder à l'enregistrement de l'adhésion au niveau de l'entreprise et transmettre à la MSA l'information de l'adhésion par flux, par mail, en fonction des organismes complémentaires. La MSA va prendre en compte cette adhésion, l'enregistrer dans le dossier de l'entreprise, ce qui va permettre de mettre à disposition une fiche de paramétrage organisme complémentaire, une FPOC, sur lequel vous pourrez retrouver les références contrats, les barèmes de cotisation à appliquer, tout ce qui va vous être utile au paramétrage de la DSN. Donc ce processus peut prendre plusieurs semaines, mais sachez que le flux d'adhésion réceptionné en MSA permettra un enregistrement rétroactif du contrat à la date de l'arrivée du premier salarié, si vous avez fait les démarches à ce moment-là. Donc, après avoir vu l'adhésion de l'entreprise, on va s'intéresser donc à la radiation de l'entreprise. Alors, sachez que cette radiation, le contrat garantie incapacité temporaire va être radié automatiquement en cas de radiation de l'établissement à l'INSEE, en cas de cessation d'activité. Donc là, il n'y a pas de démarche à faire à partir du moment où l'activité, l'entreprise n'existe plus. Le contrat prendra fin de manière automatique. Par contre, en cas de changement de contrat ou d'organisme complémentaire, c'est bien à l'entreprise de prévenir l'organisme complémentaire auprès duquel elle souhaite se radier, qui transmettra l'information à la MSA. Donc l'interlocuteur, c'est bien toujours l'organisme complémentaire en cas de radiation qui enregistre l'information, donc c'est le même fonctionnement que pour l'adhésion, et qui transmet ensuite l'information à la MSA. Donc vraiment une vigilance sur cette étape-là, parce qu'en l'absence de radiation au niveau de l'entreprise, eh bien déjà d'une part, le nouveau contrat que vous aurez souscrit
pour l'entreprise ne pourra pas être pris en compte par la MSA. À partir du moment où nous, on a connaissance d'un contrat sans radiation sur ce contrat-là, on ne peut pas enregistrer un nouveau contrat. Ça veut aussi dire que les cotisations afférentes au précédent contrat resteront dues et que les paiements des garanties pourront être erronés parce que nous, on continuera d'effectuer des paiements de garantie sur la base du contrat non radié. Donc, après avoir vu l'adhésion de l'entreprise et la radiation de celle-ci, on va s'intéresser à l'affiliation des salariés aux garanties. Donc, dans un premier temps, les salariés non cadres. Donc, on va s'appuyer sur la DPAE, qui va être transmise à la MSA, que l'on va enregistrer pour ouvrir les droits des salariés à cette garantie GIT. On ouvrira les droits dans le respect des conditions d'ancienneté, donc précisées dans les accords. Donc, ça peut être dès l'entrée, à partir du premier jour du mois civil, ou 3 mois d'ancienneté continue. Pour les salariés cadres et TAM selon les accords, il y a 2 portes d'entrée possibles pour affilier ces salariés. Donc, soit une affiliation automatisée via la DSN si vous êtes concerné par une homologation DSN, sinon par un bulletin individuel d'affiliation, mais quelle que soit la porte d'entrée, l'information transite dans un premier temps par la CPCEA qui transmettra ensuite l'information à la MSA au niveau du salarié pour qu'on puisse ouvrir les droits du salarié cadre en question. Alors, sachez que au niveau de l'homologation DSN, nous en MSA, on n'a pas de visibilité sur l'homologation ou non des DSN. Donc, je vous invite à vous rapprocher de la CPCEA si vous avez des questions sur ce point. Nous profitons aussi de ce webinaire pour aborder avec vous des bonnes pratiques pour déclarer les TAM assimilés cadres article 36. Donc, c'est des informations que vous pouvez mentionner sur la DPAE, comme on le voit ici, mais c'est aussi des informations à mentionner en DSN dans le bloc contrat dans deux rubriques. Et ces informations en DSN, elles sont importantes parce que si vous êtes concerné par l'homologation et DSN, c'est grâce à ces données renseignées dans le bloc contrat que la CPCEA pourra enregistrer l'affiliation du salarié et en informer ensuite la MSA, donc ouvrir les droits comme il se doit aux salariés concernés et verser les indemnités journalières en fonction du contrat spécifique. Et en cas de passage de non-cadre à cadre, là aussi, être vigilant sur les données que vous allez renseigner dans la DSN ou transmettre un bulletin individuel d'affiliation à la CPCEA. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un support qui vous sera transmis, donc vous aurez également ces éléments. Pour affilier un salarié, donc non cadre en l'occurrence, nous nous référons à la notion d'ancienneté qui est mentionnée dans l'accord. Chaque accord détermine l'ancienneté requise pour le contrat GIT. L'élément déclencheur pour vérifier cette condition d'ancienneté, c'est le premier jour d'arrêt de travail. Donc, on va vraiment se positionner à un instant T pour vérifier si la condition d'ancienneté requise au premier jour d'arrêt de travail est bien validée. Si on prend l'exemple de l'accord de la production agricole Loire-Atlantique, l'ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil qui suit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, le point de départ pourrait être analysé dans ce contexte-là. Par principe, l'ancienneté elle correspond à la période entre le début du contrat en cours et le premier jour d'arrêt de travail. Mais il peut y avoir des reprises de contrat, prise en compte des contrats précédents en fonction des accords, si c'est stipulé dans votre accord. Donc, en cas de transfert sur un autre établissement, par exemple, ou en cas d'opération de fusion-absorption. Dans ce cas-là, on reprendra l'ancienneté précédente
pour déterminer les droits aux garanties. L'ancienneté, la donnée ancienneté, c'est une information qui est très importante, qui est primordiale. C'est vraiment ce qui va avoir un impact sur les garanties activées, mais aussi sur la durée d'indemnisation et aussi sur le pourcentage d'indemnisation, par exemple, dans le cadre du maintien de salaire. Si vous avez des questions, référez-vous bien à vos conditions générales qui sont remises par votre organisme complémentaire. Ça, c'est des informations qui doivent être expressément mentionnées sur vos conditions générales. Donc, je te laisse la main, Élodie, sur la partie maintien de salaire légal et garantie complémentaire. Merci Françoise. Alors, nous continuons sur cette troisième partie où nous allons aborder la prévoyance avec le maintien de salaire légal et les garanties complémentaires. Alors, tout d'abord, nous allons aborder la loi de mensualisation de 1978, qui est le texte de référence qui organise le maintien de salaire légal. Donc, le salarié qui a un arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, eh bien, il bénéficie d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, donc en l'occurrence versées par la MSA. Mais pour cela, il y a 4 conditions à remplir. La première, c'est de disposer d'au moins 1 an d'ancienneté à la date de l'arrêt. La deuxième, c'est d'avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures. Vous savez, les salariés doivent nous envoyer leurs arrêts dans les 48 heures. La troisième condition, eh bien, c'est d'être pris en charge par le régime obligatoire, donc ça peut être la CPM ou la MSA. Donc, on revient sur la définition de début de webinaire que je vous ai donnée. Il faut bien qu'il y ait une indemnité de la MSA pour prétendre aux indemnités complémentaires. Et puis, la quatrième condition, c'est d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays membres de la communauté européenne. Donc, si ces 4 conditions sont remplies, eh bien, l'indemnisation démarre sans carence pour un accident du travail ou une maladie professionnelle et à partir du 8e jour en cas d'arrêt maladie. Donc, c'est la loi qui organise ce maintien de salaire pour ces salariés. Alors, pour déterminer le montant du maintien de salaire légal, on va s'intéresser maintenant au montant de la rémunération brute qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Donc, à minima, le salarié qui justifie des conditions vues ensemble précédemment, donc à savoir 1 an d'ancienneté et jusqu'à 5 ans, eh bien, il bénéficiera, vous le voyez sur votre droit dans le tableau, de 30 jours à 90%, puis 30 jours à 66,66%, donc sous déduction des IJ de base. Donc, vous le voyez, la loi prévoit que aussi les durées d'indemnisation sont augmentées, vous le voyez ici, de 10 jours, on passe de 30 à 40, par tranche de 5 ans d'ancienneté. Donc, au titre du maintien de salaire légal, donc le minimum légal. Et donc, en cas d'arrêt successif, ces durées vont s'apprécier sur une période de 12 mois. On ne peut pas dépasser les durées présentées dans le tableau à droite pour ce qui est du maintien légal. Et donc, l'accord ou la convention collective peut prévoir une amélioration de ces garanties. Nous avons souhaité également faire un petit focus sur la contre-visite médicale dans le cadre du maintien de salaire légal. Au niveau de la MSA, on est parfois sollicité par les employeurs pour nous demander la possibilité d'effectuer des contrôles de salariés en arrêt maladie. Donc, il faut savoir que la MSA ne réalise pas de contrôle à la demande de l'employeur. Mais vous avez la possibilité, via des médecins privés ou des entreprises spécialisées, de les diligenter donc pour effectuer ces contrôles.
Donc, c'est déjà prévu par le Code du travail et il y a même un décret d'application récent de 2024 qui est maintenant venu fixer le périmètre de la contre-visite. Donc, cela est possible car on est sur des garanties financées par l'employeur et exclusivement par l'employeur au titre du maintien de salaire légal. Donc, l'employeur peut demander des contre-visites médicales pour s'assurer que son salarié est bien dans un état de santé qui justifie l'arrêt. Vous avez la possibilité de vous rapprocher de vos syndicats ou de vos fédérations professionnelles qui peuvent vous donner des noms de sociétés qui effectuent ces contre-visites. Donc, nous avons vu tout ce qui relève du légal, à savoir le maintien de salaire dans le cadre de l'obligation de mensualisation. Donc, le maintien de salaire pour l'employeur constitue donc un risque financier, puisque dès lors que le salarié a au moins 1 an d'ancienneté, s'il a un arrêt, l'employeur doit maintenir le salaire sur ses propres deniers. Donc, le contrat de prévoyance prévoit notamment des garanties qui vont permettre à l'employeur de respecter son obligation légale de maintien de salaire et de prévoir d'autres prestations qui vont donc améliorer l'indemnisation du salarié. Donc, en fonction des typologies de garanties qu'on trouve dans les contrats de prévoyance, on va avoir un régime social différent qui va être appliqué aux prestations qu'on va verser au titre des garanties. On le verra un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, maintenant, donc, on va regarder comment effectivement se déroule un contrat de prévoyance. On va souvent trouver une architecture similaire à celle que nous vous avons mise. Donc, d'abord, on va trouver la garantie mensualisation, donc on trouve dans la plupart des contrats. Donc, cette garantie est bien une assurance de l'employeur. Ce n'est pas une prévoyance complémentaire. Donc, qui va lui permettre donc à l'employeur de ne pas financer le maintien de salaire dans le cadre de la mensualisation. Ensuite, on va trouver dans ce contrat la couverture des charges sociales. Donc ça, c'est une garantie qui va permettre aussi à l'employeur de ne pas avoir à s'acquitter de la cotisation et des contributions sociales sur les prestations qui seront versées dans le cadre de la garantie de mensualisation. Donc, c'est-à-dire, donc, dans le cadre de la garantie mensualisation, la MSI employeur. Alors, je vois que j'ai un petit souci. On essaye de se reconnecter. Oui, excusez-moi, j'avais un souci Internet. Donc, normalement, comme c'est un financement donc employeur, elles sont donc soumises à cotisation et contributions sociales. Mais du fait de la garantie de la couverture des charges sociales, c'est donc l'organisme complémentaire qui prendra en charge les cotisations. Elles ne seront donc pas supportées par l'employeur. Donc, on est bien sur le champ assurantiel et pas sur la prévoyance complémentaire. Et puis après, ici, vous voyez, on peut avoir des garanties incapacité de travail sur une ou plusieurs garanties pour couvrir les salariés. Donc, c'est important sur cette slide de bien comprendre et de bien faire la distinction entre l'assurance et la prévoyance complémentaire. Donc, en général, l'assurance est financée par une cotisation patronale et ce qui révèle donc de la complémentaire peut être soit uniquement par le salarié ou l'employeur. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire, nous avons choisi de ressortir 2 exemples. Donc, l'accord de production agricole qui est proposé par Agrica sur votre gauche. Et puis, nous avons mis l'accord national paysage pour les non-cadres que vous voyez sur votre droite. Donc, on commence par l'accord de production agricole de Loire-Atlantique. Eh bien, on voit que dans le contrat, on a donc une garantie de mensualisation et une garantie de
couverture des charges sociales qui correspondent à l'assurance employeur, donc uniquement avec des cotisations patronales, et des garanties complémentaires pour améliorer l'indemnisation du salarié. Donc, on a un complément de mensualisation, vous le voyez. On a le relais de mensualisation et également une option à 5%, donc avec des cotisations à la fois patronales et à la fois salariales. Et pour l'accord national du paysage des non-cadres, nous avons donc toujours pareil, cette garantie de mensualisation et la couverture des charges sociales qui correspond donc à l'assurance, hein, donc financée par l'employeur. Et puis, vous le voyez, il y a une garantie supplémentaire, c'est la garantie incapacité temporaire de travail qui est financée exclusivement par le salarié. Alors, sur l'enchaînement des garanties, nous avons voulu illustrer de façon assez concrète comment ces garanties prévues dans un contrat peuvent s'enchaîner. Et nous avons choisi de nous appuyer sur l'accord de production agricole de Loire-Atlantique. Donc, l'enchaînement est similaire que ce soit un contrat Agrica ou Mutualia. Alors, dans l'exemple que vous voyez, donc l'arrêt débute le 15 mars 2025 et se termine le 15 juillet 2025. Donc là, on est sur un salarié qui a plus d'un an d'ancienneté, d'accord, qui est le critère à remplir dans le cadre de la mensualisation légale. Alors, on va décomposer cet arrêt en plusieurs périodes. Tout d'abord, vous le voyez, on a donc les IJ de la sécurité sociale avec 3 jours de carence sur la durée totale de l'arrêt. Ensuite, donc, on va s'intéresser à cette première partie. On va payer des IJ de mensualisation avec une carence de 7 jours, ce qui est prévu dans la réglementation. C'est une carence légale pour garantir un niveau d'indemnisation globale à 90%, conformément à ce que prévoit la réglementation. Vous le voyez, maintenant, on est sur la période 2. Donc, sur cette deuxième période, eh bien, on a toujours, bien sûr, des IJ de sécurité sociale. On a toujours des IJ de mensualisation. Mais vous le voyez, on a maintenant des IJ de prévoyance pour compléter les garanties de mensualisation. Et donc, pour maintenir un niveau global d'indemnisation, vous le voyez, à 90%, au lieu de 66,66% comme le prévoit la loi. D'accord? Donc, ça augmente les garanties. Donc là, on voit bien qu'on a une amélioration de l'indemnisation du salarié. Et puis, donc, au-delà de cette deuxième période, vous le voyez ici, on aura toujours les IJ de sécurité sociale. Cette fois, nous n'aurons plus de garantie de mensualisation, mais on aura des indemnités qui viendront en relais de la mensualisation, donc à 15%, avec des garanties complémentaires, puisqu'il y a une option à 5%. Et vous voyez que ça permet aux salariés d'avoir une indemnisation à hauteur de 70%. Donc là, encore une fois, on est sur un contrat bien précis, mais on va dire que les contrats, bien sûr, peuvent être différents, mais s'enchaînent toujours, on va dire, sur cette même logique. Donc, on espère que ça vous aura aidé d'avoir ce petit schéma et mieux comprendre comment cela s'imbrique. Je vais maintenant laisser la parole à Françoise. Alors, on va rentrer dans un volet encore plus technique et nous allons calculer ensemble les indemnités journalières complémentaires. Alors, je vous invite vraiment à poser vos questions au fil de l'eau, si vous le pouvez. Donc, dans la rubrique questions-réponses, on a la chance d'avoir Marie-Claude Tessier, responsable sur la partie législation indemnités journalières, pour répondre à vos questions. Alors, pour calculer les indemnités journalières complémentaires, on va avoir finalement 4 étapes de calcul. Dans un premier temps, on va calculer le gain journalier brut, ce qui va nous permettre de déterminer le montant de l'indemnité journalière sécurité sociale. Nous allons ensuite identifier le gain journalier à maintenir,
prévu dans l'accord. Et enfin, calculer l'indemnité journalière complémentaire. Donc, pour déterminer, donc, sur la première étape, le gain journalier brut, ce gain journalier brut va être calculé différemment selon que l'on soit dans le cadre d'un accident du travail, d'un arrêt maladie ou d'un contrat saisonnier. Pour un accident du travail, on va venir prendre en compte le salaire du mois précédent l'arrêt divisé par 30,42 pour obtenir le gain journalier brut. En cas d'arrêt maladie, on va venir prendre le salaire des 3 mois précédant l'arrêt de travail, que l'on va venir diviser par 91,25. Et pour un contrat saisonnier, nous allons nous appuyer sur les salaires perçus pendant l'année qui précède l'arrêt de travail, que l'on va diviser par 365. Pour certains arrêts de travail, notamment pour les contrats saisonniers, la MSA va solliciter les salariés pour qu'ils nous transmettent leur bulletin de salaire. Ces données vont nous être utiles pour le calcul des indemnités journalières complémentaires. Rappelons que pour les arrêts maladie ou en cas d'accident de travail, l'ADSN événementiel est à faire dans les 5 jours, qu'il y ait ou non subrogation. Excusez-moi. L'ADSN événementiel nous permettra de récupérer la DSN en DSN mensuel les données de salaire qui vont nous être utiles au calcul du gain journalier brut et donc au calcul des indemnités journalières de base et complémentaires. Donc, après avoir calculé le gain journalier brut, on va pouvoir procéder au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc, en cas d'arrêt maladie, c'est 50% du gain journalier brut. Et en cas d'arrêt de travail maladie professionnelle, donc c'est 60% du gain journalier brut les 28 premiers jours, puis 79% du gain journalier brut. On va ensuite, donc en troisième étape, identifier le gain journalier à maintenir, qui va dépendre du contrat et des garanties prévues dans ce contrat. Ce gain journalier brut va être déterminé sous déduction des indemnités journalières ou pas, en fonction des garanties du contrat. Et enfin, on va calculer l'indemnité journalière complémentaire. Donc, il y a 2 cas de figure. Pour les indemnités qui sont versées sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, eh bien, on va prendre en compte le gain journalier à maintenir, auquel on va soustraire les indemnités journalières de sécurité sociale pour déterminer donc le montant de l'indemnité journalière complémentaire. Et pour les indemnités qui sont versées sans déduction des indemnités journalières complémentaires, eh bien, tout simplement, le gain journalier à maintenir sera égal au montant de l'indemnité journalière complémentaire. Donc, on va rentrer dans le détail en prenant un exemple pour appuyer, pour illustrer les différentes étapes de ce calcul. Donc, dans ce cas pratique, on va prendre un salarié X, non cadre, qui a une ancienneté au premier jour de l'arrêt donc de 7 ans et qui est couvert par l'accord de la production agricole Loire-Atlantique, donc contrat CPCEA, anciennement appelé Agri-Prévoyance. Donc, la MSA versera donc des indemnités journalières avec des droits qui sont ouverts auprès de notre organisme. Donc, dans un premier temps, pour cet exemple, on détermine le gain journalier brut. On l'a vu tout à l'heure, c'est la première étape, en prenant en compte donc une période de référence. Donc, on est sur un arrêt maladie les 3 mois précédant l'arrêt, avec donc un salaire de 3 166,88 que l'on va venir diviser par 91,25 pour obtenir donc 34,70 € de gain journalier brut. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de calculer l'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc, on est sur un arrêt maladie, donc 50% du gain journalier brut, ce qui nous permet d'obtenir 17,35 € d'indemnité journalière de sécurité sociale. Donc, on a fait ces 2 étapes-là. On va maintenant s'intéresser au gain journalier à maintenir pour ensuite déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire. Donc, si on reprend la frise chronologique présentée tout à l'heure par Élodie,
en l'adaptant cette fois-ci avec les dates de l'arrêt de travail qui nous concernent pour le salarié X. Donc, on est sur un arrêt de travail qui a débuté le 20 août 2024 pour se terminer au 31 décembre 2024. Donc, on va avoir ici une synthèse des périodes et des garanties qui va nous permettre d'identifier le gain journalier à maintenir prévu dans l'accord APA 44. Je détaillerai ensuite pour chaque période ensemble le calcul de l'indemnité journalière complémentaire. Donc, pour rappel, on est sur un salarié qui a 7 ans d'ancienneté. Donc, le salarié va avoir le droit à 40 jours d'indemnisation par période, donc dans le cadre du maintien de salaire légal. Donc, 40 jours sur la première période, 40 jours sur la seconde. La MSA va payer des indemnités journalières de sécurité sociale, donc avec une carence de 3 jours. Les IJ mensualisations vont être versées avec une carence donc, de 7 jours. Et les IJ compléments de mensualisation seront versés à compter de la deuxième période, donc on les retrouve ici, à compter de la deuxième période de 40 jours. Donc c'est ce qui est prévu dans cet accord. Et puis au-delà de cette période d'obligation de maintien de salaire donc, que l'on a ici, le salarié pourra bénéficier d'indemnités journalières relais de mensualisation donc de 15 et de 5% prévues au sein de ce contrat APA 44. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Je n'ai pas vu de déconnexion. On est sur du technique. Donc là, par période, dans le détail. Donc là, on s'intéresse vraiment à la première période. Toujours sur cet exemple qui va nous servir de fil rouge. Donc, pour la première période, nous allons verser des indemnités journalières mensualisation qui doivent permettre de maintenir le salaire donc à hauteur de 90%. À hauteur de 90% donc du gain journalier brut sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale. Donc 90% du gain journalier brut, donc on obtient 31,23 €. C'est le montant de l'indemnité journalière brute totale. Donc à la fois la part MSA et à la fois la part complémentaire. Donc, de ce fait, donc la dernière étape de calcul, c'est de déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire qui va être versée dans le cadre de cette garantie mensualisation. Donc, on va soustraire à ces 31,23 € donc, que l'on a obtenu ici, donc le montant de l'IJ brut total, le montant de l'indemnité journalière complémentaire que l'on retrouve ici, pour obtenir donc 13,88 €. C'est le montant qui correspond donc à l'indemnité journalière complémentaire versée pendant cette première période de 40 jours. Sur la deuxième période d'indemnisation, donc on va également avoir une garantie complément de mensualisation, donc qui vont venir permettre d'améliorer l'indemnisation du salarié. Donc première étape, on va venir calculer la prestation indemnité journalière mensualisation. Donc, dans le cadre du maintien de salaire, le gain journalier à maintenir, c'est 66,66%. Donc, le gain journalier de 34,70 fois 66,66%, ce qui va nous permettre d'obtenir une IJ brute totale, donc IJ MSA plus IJ complémentaire mensualisation, donc de 23,13 €. L'IJ mensualisation, donc 23,13 € moins les 17,35 € d'indemnité journalière sécurité sociale. Donc, on sera sur une IJ mensualisation de 5,88 €. Donc là, on est venu calculer l'indemnité journalière mensualisation ici dans le cadre de cette garantie, premier niveau de garantie. Et on va venir ensuite calculer le montant de la prestation indemnité journalière dans le cadre de la garantie complément de mensualisation. Donc, pour cette garantie, le gain journalier à maintenir, il est de 23,24%. En fait, ce pourcentage, il s'obtient en soustrayant du niveau global d'indemnisation de 90% prévu au contrat, le pourcentage de 66,66% qui est prévu dans le cadre de la mensu légale.
Donc, les 23,24% du gain journalier brut, c'est en complément des indemnités journalières sécurité sociale. Donc, on va être sur 8,10 € au titre du complément de mensualisation. Donc, le montant de l'indemnité journalière, complément de mensualisation, 8,10 € pour cette garantie. Donc, au total, sur cette deuxième période, on va bien avoir 90% d'indemnisation pour un montant total d'IJ de 31,23 €. Donc, on va venir cumuler 17,35 € d'indemnité journalière de sécurité sociale, 5,88 € de garantie au titre de la prestation IJ mensualisation et 8,10 € au titre de la garantie complément de mensualisation prévue dans cet accord APA 44. Et puis, au-delà de cette deuxième période, dès lors que l'obligation de maintien de salaire est terminée, nous allons verser des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie relais de mensualisation. Donc, c'est une garantie qui prévoit 15% du gain journalier brut et 5% du gain journalier brut. Elle est décomposée en 2 sous-catégories dans ce contrat APA 44. Et donc, ça va nous donner 5,20 € pour le contrat relais mensualisation et 1,73 € pour le complément relais de mensualisation. Et donc, sur cette troisième période, le salarié sera garanti donc à hauteur de 70%, comme le prévoit le contrat. Ces 70% donc de niveau global d'indemnisation sont atteints en cumulant l'IJ-MSA donc de 17,35 €, l'IJ relais de mensualisation de 15% de 5,20 € et l'IJ complément relais de mensualisation, complément relais de mensualisation de 5%, donc à 1,73 €. Donc là, on a pu voir ensemble les différentes étapes de calcul, donc pour nous permettre d'identifier le montant de l'indemnité journalière complémentaire versée aux salariés dans le cadre de cet accord. Et là, donc, on était sur l'APA 44 pour un salarié avec 7 ans d'ancienneté. Donc, une fois ces indemnités calculées, on va s'intéresser au paiement des indemnités journalières complémentaires, donc dans le cadre de la délégation de gestion qui nous est confiée par nos partenaires. Donc, on a l'avantage au régime agricole de pouvoir verser les indemnités journalières complémentaires de manière simultanée aux indemnités journalières de base, indemnités journalières MSA. Donc, les indemnités journalières sécurité sociale et complémentaires vont figurer sur le même décompte. Donc, une particularité quand même, c'est que les indemnités journalières qui sont versées dans le cadre de la mensualisation, notamment, prévoient dans certains cas, dans le contrat, la couverture des charges sociales. Donc, ça va nous permettre de verser les prestations nettes de cotisation. La MSA va venir précompter la part salariale des cotisations sur le montant des prestations versées et la part patronale va être facturée directement donc à l'organisme complémentaire dans le cadre de cette couverture des charges sociales. Certaines indemnités journalières sont versées nettes et d'autres sont versées brutes, donc en fonction des contrats ou en fonction des conventions. Et vous êtes destinataire, donc chaque trimestre, d'un décompte qui est adressé à l'entreprise par la MSA pour récapituler les montants, les paiements qui ont été effectués sur la période pour vous faciliter la gestion en paix de ces indemnités journalières complémentaires. On verra tout à l'heure les différents courriers trimestriels qui vous sont adressés pour voir quelles sont les actions concrètement attendues pour les employeurs. Parce qu'en effet, dans certains cas, l'entreprise devra réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités journalières, donc en fonction des accords. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, Marie-Claude?
Alors, j'avais problème de son. Je n'ai pas entendu s'il y avait une réponse. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent nécessiter d'avoir une réponse à l'oral ou est-ce que l'on reste sur une réponse écrite? C'est toujours les moments de flottement sur les Teams avec les sons et Bonjour Françoise. Alors, il y a peut-être quelques questions qui mériteraient d'être reprises à l'oral, je pense. Notamment la question de Madame Desson qui souhaite qu'on lui réexplique comment on a trouvé les 23,24% pour les IJ compléments de mensualisation. alors, dans ce cas-là, je vais Je y laisse revoir retourner. la question et oui. Ouais. Alors, si je retourne sur les 23,24%, je les avais ici. Donc, les 23,24%, donc la garantie IJ mensualisation que l'on va avoir ici sur cette deuxième période prévoit donc on est sur du maintien de salaire légal, prévoit une indemnisation à hauteur de 66,66%. Donc, on les retrouve ici dans cette première partie. Donc là, on est vraiment sur du maintien de salaire légal. Le contrat APA 44, que l'on utilise pour cet exemple, prévoit un niveau global d'indemnisation à 90%. Donc, en fait, on va venir déduire de ces 90% les 66,66% qui sont déjà pris en charge dans le cadre de la garantie IJ mensualisation pour obtenir ces 23,24%. Donc, on est sur 90% moins 66,66 prévus dans le cadre de la garantie IJ mensualisation, ce qui nous permet d'obtenir 23,24% que l'on applique donc au gain journalier brut pour obtenir ces 8,10 € donc dans le cadre de cette garantie complément de mensualisation versée donc pendant 40 jours. J'espère que ça répond à la question. Mais on pourra revenir par la suite. Si ce n'est pas le cas, mettez un commentaire et puis on reviendra vers vous dans un second temps. Alors, je retourne. Hop, je suis allée trop loin. Donc, sur le régime social des indemnités journalières complémentaires. Les indemnités journalières complémentaires sont considérées comme un salaire dans la limite qui correspond au financement par l'employeur. Donc, on a vu précédemment que la garantie GIT peut être financée uniquement par l'employeur, par le salarié, ou alors soit par l'employeur et le salarié, donc un cofinancement. En fait, en fonction de ce financement, le régime social des prestations sera différent. Si l'employeur finance 100% de la garantie, eh bien, les indemnités journalières complémentaires versées seront considérées intégralement comme un revenu d'activité et donc seront soumis aux prélèvements sociaux, cotisations, contributions. Dans l'exemple où l'employeur finance 35% du contrat de prévoyance, donc le reste est financé sous-entendu par le salarié, eh bien, les indemnités journalières qui sont versées seront considérées comme un revenu d'activité uniquement pour cette quote-part, uniquement pour les 35% du montant. Et le reste, donc ce qui est financé par le salarié, sera considéré comme un revenu de remplacement. Et si l'employeur donc ne finance pas le contrat prévoyance, la garantie en question, eh bien, les indemnités journalières seront considérées uniquement comme un revenu de remplacement et ne seront donc pas soumis à prélèvements sociaux. Donc, si on reprend notre fil rouge avec le contrat APA 44, sur cet accord, les prestations mensualisation et complément de mensualisation, on voit bien ici, quand on regarde la répartition en termes de cotisation, on voit bien que sur ces deux garanties, on est sur un paiement, un financement de ces garanties exclusivement par l'employeur. Donc, on est uniquement sur une part patronale. Ça veut dire que les prestations qui vont être versées en contrepartie du paiement de cette cotisation, de ces cotisations, seront soumises
100% cotisation sociale, car 100% financement employeur. Mais, toujours une exception, mais dans cet accord, on est sur un contrat, une garantie pour lequel il y a une couverture des charges sociales. Donc, ça veut dire que l'employeur n'aura pas à réintégrer dans l'assiette des cotisations, car avec cette garantie, c'est la MSA qui va faire le précompte des cotisations pour les facturer directement aux partenaires. Si on s'intéresse à la prestation relais de mensualisation, donc sur celle-ci à 15%, on est sur un cofinancement salarié-employeur. Donc l'employeur finance 11,11% des garanties. Donc là, le calcul il est ici. On vient prendre en compte à la fois la part ouvrière et la part patronale pour identifier la quote-part. Donc on obtient 11,11% de la garantie qui est financée par l'employeur. Donc, ça veut dire que les prestations qui sont versées au titre de cette garantie relais de mensualisation de 15% devront être réintégrées à hauteur de 11,11% du montant versé dans l'assiette des cotisations. Et puis, pour la dernière garantie, donc relais 5%, eh bien, on est sur un financement qui est exclusivement par le salarié. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de réintégration à effectuer dans l'assiette des cotisations sociales. Donc, si l'on s'appuie sur les notifications dont vous êtes destinataire donc de manière trimestrielle, on va décrypter ça ensemble. On espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez un regard peut-être différent sur ces notifications qui peuvent être des fois difficiles à décrypter. Donc, tous les trimestres, on vous adresse ces notifications pour l'ensemble des salariés qui ont été absents sur la période et qui ont bénéficié d'indemnités journalières complémentaires versées par la MSA. Les courriers sont adaptés en fonction de la nature des indemnités journalières complémentaires qui sont versées en fonction donc des accords. Par exemple, toujours pour l'accord de la production agricole, ce courrier concerne les indemnités journalières qui sont versées au titre de la mensualisation. Donc, on l'identifie ici sur le courrier. Donc, il y a une information qui est mentionnée ici sur l'action que l'employeur doit éventuellement effectuer. Pour ce qui concerne cette garantie mensualisation, les indemnités journalières ont été versées nettes de charges sociales et les charges patronales pour ces indemnités ont été facturées directement à Agri-Prévoyance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mentionné là, textuellement sur le courrier que l'on adresse pour les prestations versées dans le cadre de l'accord APA 44 pour la garantie mensualisation. Donc là, ça veut dire que l'employeur n'a rien à faire, compte tenu aussi de la présence de cette couverture des charges sociales, et donc on est uniquement sur un courrier d'information. Un autre exemple. Donc là, on est sur la garantie relais de mensualisation donc à 15% que l'on a ici. Donc là, on est sur une garantie qui est cofinancée par l'employeur et le salarié, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il est indiqué sur le courrier que le montant des prestations qui correspond au financement de l'employeur doit être déclaré dans l'assiette des prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que l'employeur, donc dans cet exemple-là, doit donc s'assurer que 11,11%, c'est l'exemple que l'on avait, des indemnités journalières complémentaires versées donc au titre de cette garantie relais 15%, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Donc là, sur cet exemple, 11,11% de 135,20 €, donc qui correspond uniquement aux prestations relais 15%. Donc, il y a 15,02 € à réintégrer dans l'assiette des cotisations, qui correspond, là encore, au financement de l'employeur. Et un troisième et dernier courrier, donc pour les prestations relais de mensualisation donc, à 5%, donc on a cette notion de option 5%. Donc là, on va indiquer à l'employeur qu'il doit réintégrer la part qui correspond à son financement. Le financement étant exclusivement salarié, eh bien l'employeur n'a pas à réintégrer ces sommes. En paix, le courrier est adressé, là encore, uniquement à titre d'information.
Dans le cadre de la délégation de gestion que l'on a, qui nous est confiée, donc de la part des organismes complémentaires, Mutualia, Agrica, Humanis, etc., nous avons l'obligation d'adresser ces courriers, et cela même s'il n'y a pas d'action à effectuer de la part de l'employeur. Donc on peut être soit sur un courrier uniquement d'information en fonction des cas, soit sur un courrier qui nécessite une action en fonction donc du financement employeur. Pour finir sur ce régime social donc des indemnités journalières complémentaires, eh bien la MSA pratique un abattement pour frais professionnels de 1,75% pour calculer ensuite donc la CSG-CRDS qui est due sur les indemnités journalières complémentaires. Le taux RDS ne varie pas, on est à 0,5%. Le taux CSG est de 9,2%, dont 6,8% déductibles fiscalement. Et pour les indemnités journalières qui seraient versées après la rupture du contrat de travail, nous sommes là donc sur une CSG minorée à 8,3%, dont 5,9% déductibles fiscalement. Donc, après cette partie technique, avant de te redonner la main, Élodie, sur la partie recouvrement, est-ce qu'il y a des questions à aborder à l'oral? Non, ça ne semble pas être le cas. On pourra y revenir si jamais en fin de webinaire. Alors, je vais reprendre. Je voyais juste une petite question concernant le versement des IJ et je remercie Marie-Claude qui a répondu concernant la subrogation. Donc, je rajouterai simplement qu'effectivement, cette notion de subrogation, elle est notée sur votre DSN événementiel que vous faites dès lors qu'il y a un arrêt maladie. Donc, en fonction de cette information que vous notez sur la subrogation, soit les indemnités seront versées à l'employeur ou soit elles seront versées aux salariés. Donc, pour cette 5e partie, nous abordons le recouvrement des contributions de prévoyance. Alors, la MSA, dans le cadre de la délégation de gestion, met à disposition des entreprises les fiches de paramétrage des organismes complémentaires sur lesquels les entreprises donc, vont pouvoir récupérer toutes les informations concernant le paramétrage de votre DSN, notamment pour les pourcentages GIT décès. Donc cette fiche, on ne peut la mettre à disposition qu'après avoir enregistré l'information qui va nous être transmise par l'organisme complémentaire. Donc je rappelle que l'organisme complémentaire enregistre votre adhésion, la transmet à la MSA et ensuite la MSA enregistre les données transmises par l'organisme complémentaire et ensuite peut mettre à disposition les fiches de paramétrage. Donc la fiche de paramétrage, elle est mise à disposition le mardi qui suit l'enregistrement de l'adhésion. On la met ensuite à disposition de l'entreprise et on la met aussi à jour à chaque changement de taux ou d'évolution d'information. Sachez qu'en fin d'année, on remet également à disposition en masse toutes les fiches de paramétrage. Alors, comment les récupérer? Eh bien, vous pouvez le faire via votre tableau de bord DSN qui est sur Net Entreprise. Et si vous êtes en machine-to-machine, avec un logiciel de paye, ce sera récupéré automatiquement. Pour les organismes non adhérents à la FNMF, donc par exemple Mutualia, elles sont à télécharger en PDF et non Excel sur l'espace privé MSA, rubrique Mes attestations. Donc, vous voyez, on vous a mis un exemple de fiche de paramétrage. On voit bien que ici, c'est la MSA qui transmet ces éléments, c'est l'organisme émetteur. Donc, en cas de besoin, dans le cadre de la délégation de gestion, eh bien, il faut bien se rapprocher de la MSA concernant les données mentionnées.
Donc, si on prend l'exemple d'une entreprise qui adhère à un contrat de prévoyance auprès d'un organisme, il peut y avoir un certain délai pour que la MSA puisse traiter les données. Et donc, dans cette attente, vous devez déclarer les cotisations via la DSN. Et en l'absence de fiches de paramétrage encore non disponibles, eh bien, il y a un certain formalisme à respecter dans votre bloc 15 en DSN pour qu'on puisse collecter correctement les cotisations et les reverser aux organismes complémentaires. Donc, vous pouvez vous rapprocher de la MESA si besoin, mais on va quand même vous l'expliquer ici. Vous avez donc 4 rubriques à remplir. La rubrique, donc le code de l'organisme, eh bien, il varie en fonction des organismes. Par exemple, c'est P002 pour Agrica, etc., etc. Donc, chaque organisme a son code spécifique. Ensuite, vous avez le code délégataire. Donc ici, ce sera DMSA 85. Donc c'est bien la MSA qui a la délégation pour collecter les cotisations pour le compte de nos partenaires que nous avons vus au début de ce webinaire. Ensuite, ça c'est très important et vous pouvez le vérifier à l'issue de ce webinaire si tout est correct de ce côté-là pour éviter d'avoir des anomalies DSN notamment. Eh bien, vous devez enregistrer les références du contrat, mais cela en respectant le préfixe de la garantie et donc suivi du numéro de contrat. Donc, quand vous n'avez pas encore ce numéro de contrat, vous mettez 12 fois le chiffre 9. Donc, le préfixe, je le rappelle, vous avez donc le I pour la GIT, le D pour décès, et puis si toutefois vous aviez aussi une complémentaire santé dans ce même organisme, eh bien vous auriez également S avec le numéro de contrat. Et donc, en ce qui concerne les taux, eh bien, ils sont accessibles sur le dossier employeur MSA que vous pouvez consulter en accès libre. C'est sur le site MSA Loire-Atlantique Vendée, employeur, dossier employeur. Et donc, vous avez les différents barèmes en fonction des accords. Et il y a bien donc une rubrique 44 et une rubrique 85. Ça peut être différent aussi en fonction des départements. Et donc, sur ces fiches, vous ne retrouverez que les garanties, incapacité et décès. Vous pouvez aussi vous rapprocher du partenaire de l'organisme social complémentaire avec lequel vous avez souscrit un contrat. Alors, concernant les périodicités de paiement par nature, les fiches de paramétrage mentionnent une périodicité trimestrielle. Je rappelle que vous déclarez bien ces cotisations mensuellement en DSN et vous avez donc la possibilité de choisir un paiement trimestriel. Donc, comme c'est mentionné sur la fiche de paramétrage. Mais vous pouvez aussi mettre un paiement mensuel. Donc, c'est uniquement du paramétrage au niveau du bloc 15 de votre DSN. Alors, c'est vrai qu'on vous invite à les payer mensuellement parce que ça facilite en fait la gestion de votre compte MSA et notamment en cas de régularisation DSN pour bien rattacher les périodes mensuelles de vos salariés et puis pour pouvoir mieux vous accompagner en cas de visibilité sur vos questions. Donc, nous avons vu précédemment donc, le régime social des prestations. Nous allons voir à présent le régime social des contributions patronales de prévoyance. Donc, ce qui correspond au financement des garanties pour la part patronale. On vous a mis dans le slide les références donc, réglementaires, si vous voulez aller plus loin. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les contributions patronales qui sont destinées à financer les régimes de prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations sociales, intégrées dans l'assiette de la contribution sociale CSG-CRDS, et pour les entreprises d'au moins 11 salariés, elles sont soumises à la cotisation forfait social au taux de 8%. Donc, on est sur la part financée par l'employeur en termes de cotisation. Alors, on vous a mis ici donc un exemple de fiche disponible sur le dossier employeur, comme je vous l'ai dit, issu de notre site internet. Alors, on est ici sur un exemple Agrica pour la garantie GIT décès. Donc, vous avez accès à l'information concernant la part à réintégrer qui doit être soumise
à la CSG-CRDS. Donc, en principe, pour la cotisation GIT, seule la part qui correspond à la prévoyance est soumise à la CSG-CRDS. Donc, on l'a vu précédemment, on fait bien la distinction entre ce qui révèle de l'assurance, c'est-à-dire à la mensualisation légale, et de ce qui révèle de la prévoyance, qui correspond aux autres garanties. Donc, seule la part de la prévoyance est soumise à la CSG-CRDS. Donc, sont exclus de l'assiette CSG-CRDS la partie qui concerne la garantie mensualisation, mais aussi la couverture des charges sociales. Et donc, pour finir sur cette partie, sur le recouvrement des contributions de prévoyance, nous avons souhaité lister les anomalies DSN les plus fréquentes. Et vous le savez, elles sont mises à disposition sur le service en ligne, visualiser et vérifier mes DSN. Ces anomalies apparaissent quelques jours après avoir déposé votre DSN. Donc, il faut bien les regarder tous les mois et les corriger tous les mois. Donc, ça vous permet, encore une fois, ce système d'avoir un retour d'information suite au DSN qu'on réceptionne. Donc, parmi les anomalies, on a regroupé, on va dire, 3 grands types d'anomalies. Donc, la première, c'est quand il y a une déclaration à tort de la cotisation décès et GIT. Donc, en fait, elles peuvent apparaître dès lors que la condition d'ancienneté n'est pas en cohérence avec ce qu'on attend par rapport à l'accord. Il faut donc bien vérifier le bloc 86, car c'est cette donnée que nous prenons pour vérifier votre DSN. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'incohérence entre le bloc adhésion et la convention décès ou GIT. Cela veut dire que vous déclarez en DSN, par exemple en bloc 15, des données destinées à Agrica, par exemple, et nous n'avons pas de données enregistrées dans nos bases, dans le dossier entreprise. Alors, soit c'est en cours et cela va se régulariser, ou soit c'est une problématique d'adhésion ou de radiation et qu'il faut vérifier. Donc, c'est vraiment une alerte qu'il faut corriger. Et dans la dernière catégorie, c'est l'absence de cotisation décès GIT. Donc là, on va revenir sur la notion d'ancienneté qu'on a abordée précédemment. Au regard de l'ancienneté mentionnée dans la DSN, la MSA attend une cotisation GIT décès qui n'est pas déclarée. Alors, ça peut être, encore une fois, un oubli ou que le bloc 86 nécessite d'être actualisé. Alors, sachez qu'en parallèle de toutes ces anomalies, nous menons également des campagnes annuelles pour fiabiliser ces données de prévoyance au regard de la délégation de gestion que nous avons avec nos partenaires. Donc, actuellement, nous sommes sur une campagne 2023 et nous allons aussi passer à 2024. Je laisse à présent la parole à Françoise. Donc pour terminer, là on arrive sur cette partie dédiée à la MSA et aux indemnités journalières complémentaires. Donc nous avons terminé. Sachez que nous réfléchissons aussi à un projet de déclinaison de ce webinaire par accord. Nous avons décidé donc de choisir comme fil rouge l'accord de la production agricole Loire-Atlantique pour ce webinaire, pour illustrer donc les différentes informations. Mais ce webinaire pourrait également être décliné pour les salariés cadres et non cadres de la production agricole, pour également les cadres TAM et non cadres du paysage, ou encore l'accord national à couvage. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra être fait par la suite. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur les informations qui vous ont été transmises aujourd'hui, sachez que vous pouvez aussi vous rapprocher de votre organisme complémentaire, donc pour vous appuyer pour récupérer donc les conditions générales, les informations donc de votre accord sur l'offre que vous avez souscrite. Vous pouvez également solliciter donc votre syndicat professionnel ou la DDETS, donc l'inspection du travail, pour connaître donc les dispositions réglementaires, quels sont les accords nationaux, locaux, droit du travail. Et enfin, nous, MSA,
Donc, on se tient à votre disposition si vous avez besoin que l'on échange sur les questions que vous pouvez avoir. Donc, soit en sollicitant donc un temps d'échange via votre espace privé ou en contactant donc votre chargé de clientèle si vous avez un chargé de clientèle identifié, ou en sollicitant donc un rendez-vous auprès du service aux entreprises. Donc, avec le numéro de téléphone que vous avez ici, mais que vous connaissez déjà. Ce webinaire sera donc mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Le webinaire qui a eu lieu donc il y a quelques jours sur l'affiliation et l'ouverture des droits des salariés est déjà accessible en replay. Et donc notre prochaine action aura lieu donc le 10 juin prochain sur la thématique « Tout savoir sur l'embauche d'un saisonnier ». Donc les invitations ne sont pas encore à adresser, vous les aurez par la suite. Donc j'espère sincèrement donc, que cette création locale sur cette thématique complexe a répondu à des questionnements que vous pouviez avoir sur ces indemnités journalières complémentaires. Si vous souhaitez donc revisualiser, vous aurez donc le replay et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin donc d'informations complémentaires. On a tenu le délai d'1h15. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous et bonne journée.